Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute et nous allons découvrir cette deuxième partie des 15 typologies du e-commerce. On a effectivement fait une étude assez complète, on a identifié 15 types de e-commerce depuis le social commerce, les offres promotionnelles, la prévente, les ventes privées, l'abonnement, la customisation. Après la session d'hier, je vous retrouve aujourd'hui pour voir la suite et voir effectivement tous ces nouveaux modes de commercialisation. Alors en 8, nous avons le re-commerce qui contient trois tendances. D'abord le marché d'occasion. Donc le marché d'occasion, on voit à quel point effectivement nos achats sont aussi souvent malheureusement un désastre écologique, en particulier dans la mode. Zara, c'est 450 millions de vêtements créés par an et donc effectivement on se rend compte que peut-être avant d'aller acheter des nouveaux vêtements, ça pourrait valoir le coup de racheter les vêtements d'occasion de quelqu'un d'autre. On voit que le public est de plus en plus sensibilisé sur l'impact écologique de notre consommation. Il va avoir des attentes en termes de recyclage, de réutilisation, de réparation. Il va regarder aussi l'emballage. Donc voilà, des nouveaux critères sur lesquels aller se battre. On voit aussi qu'il y a des attentes en termes de transparence, comment a été fabriqué le produit, d'où vient-il, avec quels ingrédients ou quels matériaux. Donc ça, c'est vraiment le succès du Yuka et on voit que les entreprises qui ont pris ce sujet au cœur dès le début, comme Patagonia, aujourd'hui non seulement sont très bons sur la réduction de l'impact environnemental, la réparation, la réutilisation, le recyclage, mais que tous les efforts qu'ils ont pu faire ne sont pas juste un coût, mais un investissement. Et aujourd'hui, Patagonia est en croissance de 14% par an en moyenne depuis 2009. Donc ça paye aussi et ça va payer de plus en plus. On voit qu'un certain nombre d'acteurs ont déjà bien progressé sur le sujet. C'est les Galeries Lafayette, par exemple, qui ont racheté Good Dressing, un service de vente entre particuliers. Et donc là, l'intérêt, c'est de générer du trafic en magasin pour pouvoir revendre ces produits, bénéficier de cartes cadeaux ensuite pour pouvoir dépenser. Donc ça va permettre de booster les ventes tout simplement et le trafic en point de vente. C'est Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collective. On voit que le marché explose avec deux géants. Effectivement, Le Bon Coin, 28 millions de visiteurs uniques chaque mois en France. Vinted, 11 millions de membres. Donc on voit que c'est plus du tout un marché de niche, c'est devenu massif. Et certains estiment même qu'à terme, le marché de la revente va dépasser le marché du neuf, surtout sur certaines catégories. Donc on voit que effectivement, ça vaut le coup de s'y pencher selon vos domaines d'activité. En Suède et en Scandinavie, ils sont un petit peu en avance sur le développement durable. On voit même un Buy Back Friday chez Ikea. Vous pouvez revendre vos meubles d'occasion. On a même un marché de la seconde main, le supermarché Rituna en Suède. Et puis on voit même certains de la mode commencer à reprendre tout simplement du recul sur leurs pratiques. C'est Adolfo Dominguez qui nous montre que finalement, via une de ses dernières campagnes, ces vêtements, ces anciennes collections sont toujours finalement particulièrement à la mode et que finalement durer face à une mode qui n'arrête pas de changer, c'est aussi une valeur intéressante. C'est le reconditionné. On pense à Back Market qui fait beaucoup de publicité dans le métro, mais Amazon Warehouse. Et donc là, le repackager, la reprise, la remise à neuf, c'est aussi un marché qui arrête pas de se développer, qui évite de jeter des produits qui ne correspondaient peut-être pas. En e-commerce, on a aussi la location ponctuelle. Donc là, on voit que dans certains cas, est-ce que ça a du sens d'aller acheter une perceuse qu'on va utiliser peut-être que 6 ou 7 minutes dans l'année. On voit aussi qu'on a une pression sur son pouvoir d'achat en ce moment. C'est la crise, malheureusement, à cause du Covid. Et donc, on va essayer d'optimiser les choses. Pourquoi pas louer des vêtements de prêt-au-porter au lieu de les acheter avec Rent the Runaway, 6 millions d'abonnés, entre autres gros cartons aux États-Unis. Lula, le Airbnb de la mode, voilà, on va louer les vêtements d'autres personnes. Là aussi, on a peut-être besoin d'une tenue que pour finalement un instant très particulier. On n'a pas forcément besoin d'embarrasser sa garde-robe avec. Et puis, ça correspond à cette question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, il y a eu une petite crise, un bad buzz aux États-Unis où quelqu'un s'était moqué d'une nouvelle parlementaire, entre autres d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui nous a juste rappelé que elle venait juste d'arriver tout simplement au Sénat. Il n'avait pas encore ses revenus du Sénat et que finalement, pour des jeunes femmes, s'acheter des tenues très tendance et renouvelées constamment par rapport à un costume, c'est très onéreux et donc il n'y avait pas de honte à aller acheter des choses de seconde main ou en location. Et donc là, c'est intéressant de voir que même des people, de plus en plus, au-delà des politiques, même les stars, commencent aussi à accepter de reporter plusieurs fois la bonne tenue. On le voit aussi dans le matériel professionnel. On va des fois louer une caméra, louer une imprimante 3D au lieu
de l'acheter si on en a besoin ponctuellement. On va pouvoir aussi essayer avant d'acheter avec Dimose. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour des produits un peu techniques où les gens hésitent. Et finalement, vous allez proposer à des clients déjà existants de faire tester le produit à un futur acheteur. Et vous allez évidemment l'incentiver. GetAround, vous allez pouvoir proposer aux gens de louer leur voiture à d'autres. Et donc, ça permet d'augmenter la taille d'une flotte de location, ou la dépanne de Monsieur Bricolage qui vous propose de louer vos outils à d'autres particuliers. Le e-commerce, troisième sujet, c'est l'abonnement. L'abonnement, on voit tous les intérêts que ça a en termes évidemment de fidélisation, de barrière à l'entrée, d'anticipation par rapport au chiffre d'affaires et de prévision des ventes. Et donc là, on voit que de plus en plus d'applications, de services, de logiciels passent un petit peu d'une vente à la transaction à de l'abonnement. On pense à Amazon Prime, à Spotify, Netflix. Voilà, tout le monde est en train de comprendre tout l'intérêt de loquer et de simplifier le réachat. C'est un business model qui est très apprécié aussi par la bourse en termes de rentabilité financière, qui est généralement monétisé avec un multiple bien supérieur à la simple transaction. Et on a vu le succès, entre autres, avec les plateformes de streaming, qui nous a bien montré que finalement, si on avait le juste prix et une facilité d'utilisation, et bien beaucoup de gens qui auraient pu se contenter d'aller pirater des films sont ravis de pouvoir s'abonner à Disney+, à Netflix, à Canal Play et à tous les autres services. C'est effectivement une grande valorisation aussi pour ces plateformes-là. C'est l'abonnement aussi dans les jeux vidéo. De plus en plus, on passe du jeu gratuit au freemium à l'abonnement, et c'est l'exemple de Fortnite par exemple, qui était gratuit initialement mais qui propose depuis un abonnement avec des options supplémentaires. C'est évidemment les box, on l'a beaucoup vu avec les Digital Native Vertical Brand, on va s'abonner et on va nous envoyer avec le petit ballon une sélection de vins, avec la box Rosa des protections hygiéniques bio, la grande serre va vous envoyer des plantes. Enfin voilà, on peut trouver des abonnements pour tout et n'importe quoi, ça fait aussi des beaux cadeaux. Ça peut être aussi tout simplement du réapprovisionnement automatique sur un certain nombre on va dire d'achats peu intéressants. Une fois qu'on a repéré ce qu'on aimait bien comme marque, on va tout simplement nous renvoyer les bons produits ou les accessoires. D'ailleurs, Amazon va jusqu'à nous proposer des balances que vous allez mettre et qui vont détecter automatiquement, par exemple dans vos stocks pro ou perso, qu'il n'y a plus de PQ, ou qu'il n'y a plus de bouteille d'eau, ou qu'il n'y a plus de tel ou tel accessoire, et qui va recommander automatiquement les choses. Évidemment, pour eux, l'intérêt, c'est de fidéliser au maximum le client. Et pour le client, c'est de s'enlever finalement un achat peu intéressant de la tête. Demain, on va peut-être arriver effectivement à vraiment de l'achat prédictif, où on va laisser l'algorithme pour nous décider de la fréquence d'achat, du montant d'achat et du type d'achat, puisqu'il nous connaîtra suffisamment. 3 premières tendances donc autour du e-commerce. Ensuite, la customisation. On voit que de plus en plus, une façon d'attirer les clients, c'est pas de leur vendre juste du mass produit et du standard, c'est de permettre de customiser, quitte à payer un peu plus cher. On voit Lancel pour personnaliser ses accessoires, ses sacs à main. Il faut quand même savoir que Longchamp, je pense que ça fait à peu près 15 ans qu'on peut déjà customiser son sac en ligne avant de se le faire livrer. C'est Nike qui, dès le début, avec Nike ID, a permis en ligne ou dans les points de vente d'aller customiser sa chaussure et d'acheter et de payer plus cher pour avoir une chaussure sur mesure. C'est évidemment les ateliers de customisation où là on va se rendre en point de vente chez Converse, chez Nike et chez d'autres, tout simplement pour passer du temps, voire avoir un atelier pour customiser un produit, un vêtement et se l'approprier, et au passage augmenter un tout petit peu la recette. Voilà. On va même d'ailleurs jusqu'à personnaliser des produits cosmétiques. Ça, c'est chez Prose par un ancien d'Henkel que je connais bien, et effectivement là c'est du shampoing sur mesure. Donc vous allez aller dans un spa ou chez un coiffeur qui va vous faire un diagnostic de votre cheveu, de votre cuir chevelu, et ensuite tout simplement via un abonnement, la marque va vous envoyer des produits customisés, adaptés à vous. Donc là c'est assez intéressant de voir qu'on passe vraiment de ce logique de produit de masse à du produit personnalisé. C'est le laboratoire Pierre Fabre dans le sud, à côté de Castres, voilà, qui vous propose un diagnostic personnalisé, un lieu où ils vont tester énormément de solutions technologiques innovantes, et entre autres qui passent par le diagnostic. Donc là, on va vraiment aller vers du conseil personnalisé. Donc là, on voit bien que la data, l'IA vont permettre à terme de passer de vendre un simple produit à vendre un diagnostic, vendre un soin, vendre un service de plus en plus customisé sur mesure. On passe un peu du mass au segment
au sur-mesure. C'est Stitch Fix qui fait ça excessivement bien en mélangeant des data scientists, 125 et 5100 stylistes, et donc il va être capable de vous envoyer une box sur mesure et d'apprendre au fur et à mesure de vos achats sur vos goûts, vos envies, et qui va être capable quasiment comme un personal shopper de vous faire la sélection des produits. Voilà, c'est 3,4 millions de clients, donc c'est un énorme succès, 5 milliards de dollars de marchandises. C'est pourquoi pas des colis personnalisés. Donc là, Amazon est en train de tester Amazon Augmented Reality, et donc demain, vous allez avoir des petites surprises face au packaging. Évidemment, derrière la personnalisation, cette customisation, on parle de data, ne pas oublier le RGPD, le California Act et toutes les nouvelles régulations, législations qui arrivent. Évidemment, l'idée, c'est de simplifier la vie, de personnaliser, mais ce n'est pas forcément de donner le sentiment au client qu'il est espionné. Donc à nous de trouver le juste milieu entre la loi, certes, et des fois aussi la morale et l'éthique, pour pas non plus faire trop peur. On se rappelle d'une des dernières updates sur WhatsApp qui a fait un petit peu paniquer sur le partage d'informations privées, et donc a motivé un certain nombre d'utilisateurs à aller vers de nouvelles plateformes de messagerie comme Signal. Tendance numéro 12, chatbot et assistant virtuel. On peut effectivement utiliser ces assistants pas juste pour faire du service ou de l'information, mais bien des transactions. Donc on passe un petit peu du clickbot de base au smartbot, au digital assistant, au vocal assistant. Donc il y a vraiment tout un panel d'intelligence, depuis vraiment un peu comme un répondeur téléphonique, tapez 1, tapez 2, tapez 3, et qui va rien comprendre à ce que vous êtes capable de dire d'autre, jusqu'à des moteurs sémantiques capables de comprendre, de détecter ce que vous demandez, pourquoi pas avec des fautes d'orthographe, avec de l'argot, avec le bon contexte. Donc là, évidemment, souvent, la première génération était parfois un petit peu déceptive, mais l'idée, c'est aussi d'alléger le support client en se disant, plutôt que d'avoir 30 minutes d'attente, est-ce que des fois, tout simplement, sur les questions les plus courantes, on ne peut pas avoir un chatbot disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui puisse accompagner le client et partager en tout cas les réponses les plus populaires, un peu comme une FAQ modernisée, ou si on va vraiment à l'étape suivante, vraiment qui connaît et qui est capable de retrouver le cas, le dossier du client, et pourquoi pas de l'informer sur la SAV ou de lui permettre de faire une transaction. Un bon exemple, c'est À ton service, le bot du parc Astérix, qui permet, avant la visite du parc, pendant la visite du parc et même pour le départ du parc, de vraiment vous assister, vous conseiller, vous donner des informations contextuelles et pertinentes sous forme de messagerie sur votre mobile. Donc là, ça montre vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses, et effectivement, dans le domaine du voyage, du tourisme, de l'hospitalité, il y a énormément de choses à faire pour simplifier, pour fluidifier le parcours client, et ça nous évite évidemment en termes de coûts de dépenser, on automatise finalement une partie du support client qui humainement coûterait très cher, ne pourrait pas être forcément aussi disponible en termes de timing qu'on l'aimerait. Accor Hôtel, voilà, pour gérer tout simplement les achats, la transaction. Donc on a un assistant virtuel ou un agent conversationnel voilà, qui va pouvoir nous conseiller, répondre à un certain nombre de questions sur la ville, la localisation de l'hôtel, les spécificités de l'hôtel. Air France qui a été un des premiers à faire ça à grande échelle, en multilingue, avec vraiment une grande réactivité, puisqu'on sait que quand on se déplace sur du trafic aérien ou qu'on est dans l'aéroport, on veut des réponses assez instantanées. Carrefour qui a dématérialisé une partie de son catalogue dans Facebook Messenger. Donc là aussi, c'est de vivre avec son temps, de trouver des nouveaux points de contact, de réadapter son parcours client, et donc d'aller proposer tout simplement une navigation dans ses produits sur Messenger. 11 millions de personnes touchées, 1 million de conversations lancées avec le bot, et 3 minutes 45 en moyenne passées dans le catalogue. C'est assez énorme. Il y en a d'autres qui sont en train d'utiliser WhatsApp. On attend encore que les API s'ouvrent pour permettre d'enrichir les choses, un peu comme WeChat permet d'aller beaucoup plus loin en Chine, mais on va y arriver. Et puis quand on parle de bots, ne pas oublier aussi que c'est les robots, les machines qu'on peut avoir dans les usines, dans les entrepôts ou dans le point de vente, avec des robots, pourquoi pas, pour gérer l'accueil et votre check-in en hôtellerie. Ça, c'était un exemple avec l'hôtel Ena à Nagasaki au Japon. C'est Pepper, par exemple, notre robot voilà, qui permet tout simplement d'accueillir les gens ou de leur rappeler, on va dire, les gestes barrières au moment
du Covid, au lieu d'utiliser, de monopoliser, on va dire, du staff inutilement. Donc là, on va avoir tout un tas d'interactions pour rappeler aux gens de porter, par exemple, leur masque ou de respecter les distances de sécurité. C'est 13e tendance, les showrooms et le commerce virtuel. Donc là, on voit que la réalité augmentée, la réalité virtuelle permettent plein de nouveaux types d'interactions. À partir du moment où on ne peut pas aller dans le point de vente physique à cause du Covid, ça permet de réémuler, de recréer une partie de la navigation, de la découverte, de l'expérience en point de vente. On le voit par exemple dans le gaming avec Animal Crossing, le Met Museum qui a exposé ses œuvres, le centre Pompidou qui va fermer à cause des travaux et qui vous permet finalement d'explorer de manière virtuelle et de démocratiser l'accès à l'art. On voit l'événementiel qui est en train de se réinventer sur des nouvelles plateformes. Sony au CES qui nous a montré un concert virtuel avec un avatar animé en temps réel. Et demain, on pourrait imaginer que si on a numérisé l'artiste, il pourra ad vitam aeternam recréer de nouveaux concerts ou en tout cas jouer les mêmes morceaux pour toujours. Donc au lieu de vendre juste les droits de votre morceau, demain vous vendrez les droits de votre image. Et pourquoi pas, on peut imaginer la même chose pour les acteurs demain. Donc là, ce n'est pas une chanteuse, enfin la chanteuse elle-même c'est enregistré avec du motion capture et c'est son avatar virtuel qui a animé ce concert pendant le CES avec vraiment un rendu ultra photo réaliste. C'est l'enrichissement des catalogues et des supports de marketing et de communication avec la réalité augmentée. Donc je vais scanner et je vais reconnaître ou un QR code ou une couverture et faire apparaître du coup un certain nombre d'éléments, soit de divertissement, soit d'information, soit même de serviciel ou de gaming. Donc voilà par exemple sur la couverture au moment de Noël et je vais avoir un catalogue animé en 3D chez Carrefour qui innove énormément en ce moment. C'est les filtres, on va avoir du maquillage virtuel, on va le retrouver chez Dior, entre autres avec Inès Alpha, une de nos grandes artistes digitales et qui nous permet d'enrichir à la fois, pourquoi pas, nos vidéos en webcam. Donc aujourd'hui, je pourrais avoir du maquillage ou un fond de teint ou avoir un peu moins de cernes, donc assez bluffant. C'est évidemment tout ce qui est la gamification, la possibilité en virtual try-on de pouvoir tester à distance du maquillage, des vêtements et de se rendre compte un petit peu de ce que ça donne, tester des vêtements, voir ce qu'un meuble ou une automobile peut donner en taille réelle et on va dire via le visionnage, via un téléphone mobile, de se rendre mieux compte tout simplement d'émuler un petit peu ce côté expérience tactile, test qu'on pourrait avoir en magasin. C'est pouvoir se rendre compte de la taille qu'un meuble va prendre par exemple chez Ikea, chez vous et vérifier un tout petit peu que ça correspond bien ou pourquoi pas tout simplement le modèle d'une chaussure avec Burberry. C'est les cabines d'asseyage finalement qu'on va essayer de réinventer un tout petit peu et puis c'est pourquoi pas créer un magasin virtuel dans lequel on va pouvoir naviguer. On l'a vu chez Clarins, on l'a vu chez Dior, on l'a vu chez Beauty Counter et demain pourquoi pas même ajouter une couche de gamification avec des avatars, avec du gaming, avec du live stream. On passe vraiment dans le mix virtuel et réel. 14e tendance, le voice commerce et les smart buttons. Donc là, on sait que les enceintes connectées étaient déjà là pour nous informer, répondre à nos questions, nous divertir. De plus en plus, on va arriver à de la transaction vocale et donc ça va nous permettre d'enrichir encore l'expérience d'achat. C'est effectivement sécuriser à terme l'achat par la voix. On va pouvoir reconnaître notre voix ou tout simplement prononcer un code. Monoprix nous proposait déjà de créer une liste de courses, mais là on va encore un pas plus loin avec Carrefour qui vous permet vraiment de faire la transaction à la voix depuis son téléphone, depuis son enceinte connectée. Donc là on va voir que demain pour le voyage, pourquoi pas dans l'hôtel où vous allez aller avec Alexa for Hospitality, vous allez avoir de l'interactivité à la voix. C'est Sephora qui vous propose du coaching et de la transaction avec la voix avec Google Home, Estée Lauder et Spotify. On n'oublie pas non plus le succès des podcasts en ce moment en termes de contenu qui cartonne très fort et donc ça pose la question du référencement naturel, du SEO, comment on optimise finalement quand on n'a pas de visuel, s'affiche son référencement sur des catégories, sur des usages, comment on émerge de ces enceintes connectées. Demain d'ailleurs la voice va aller dans le frigo, dans votre serrure, on l'aura aussi dans le milieu professionnel par exemple avec les ascenseurs et évidemment c'est pas toujours simple de bien optimiser les choses, de prendre en compte les accents, l'argot, les différentes langues. Pour terminer, 15e tendance, les produits digitaux. On voit que ça cartonne dans le gaming, on va acheter des pouvoirs, des niveaux, des accessoires pour son personnage. C'est un business
énorme. On va pouvoir, pourquoi pas, aussi rémunérer les créateurs de contenu, les influenceurs, avec des goodies, avec voilà, des petits cadeaux. C'est du micro-don finalement. Et puis, on va aussi vendre du contenu, des programmes de coaching, par exemple. En ce moment, les salles de sport sont fermées, donc les coachs vont vendre directement soit du conseil, hein, par exemple diététique, soit des cours de sport directement, ou de la télémédecine et de la téléconsultation. On voit aussi que le luxe s'intéresse à l'univers du gaming. Il va proposer par exemple des accessoires, des vêtements pour parer son avatar, par exemple, aux couleurs de sa marque préférée, ou tout simplement, on va pouvoir aussi, là encore, avoir du maquillage, mais là, des fois même assez poétique chez L'Oréal pour faire ses visios ou pour tout simplement ses vidéos sur les plateformes en live, Instagram ou autres. C'est pourquoi pas des expériences en ligne. Donc, on avait Airbnb Experience, on pouvait aller rencontrer les locaux et passer du temps. Bah, maintenant, on a Airbnb Live Experience, où là on peut à distance, uniquement via de la visio, passer du temps avec quelqu'un qui élève des moutons, avoir quelqu'un qui nous raconte son métier, son savoir-faire, des cours de cuisine, des cours de magie. Donc là c'est vraiment proposer, là encore, connecter les gens entre eux, leur faire vivre des expériences authentiques, les mettre en relation avec des gens assez des fois atypiques ou très typiques, et finalement payer pas très cher pour, pourquoi pas, pour animer votre prochaine visioconférence d'équipe, passer du temps avec un éleveur ou quelqu'un à l'autre bout du monde et découvrir une petite tranche de vie comme ça de manière interactive. C'est aussi l'achat de produits digitaux, c'est l'achat de fichiers par exemple de produits à réimprimer en 3D. Et donc là, effectivement, avant on achetait une photo, on achetait une vidéo, demain on achètera un fichier, on pourra imprimer le produit chez soi. C'est pourquoi pas vendre même des vêtements uniquement digitaux. Alors on pourrait parler de patron si c'est pour les coudre ou les produire chez soi, mais c'est pourquoi pas des fois même des produits 100% digitaux, un peu comme une œuvre d'art, où tout simplement vous allez envoyer votre photo, on va ajouter chez Carlings une tenue sur votre photo et on va vous renvoyer la photo. En fait, vous n'aurez jamais porté le vêtement réellement, mais vous pourrez pour quelques euros vous vanter d'être habillé en mode Carlings, en mode luxe. Donc là, c'est vraiment, on investit dans son avatar, on customise son avatar et pourquoi pas. Ça peut nous paraître étrange pour les plus jeunes, pas forcément. Demain, c'est aussi le marché des objets d'art digitaux qui est en train d'exploser avec la blockchain. Bref, vous le voyez, il y a pléthore, on va dire, d'opportunités derrière ce sujet du e-commerce. C'est vraiment les e-commerce. On est ravis avec les équipes conseil et analyse du Hub Institute d'avoir fait un panorama très creusé avec les différents Hub Reports, les 3 qu'on a dédiés à ce sujet des e-commerce. Pour nos membres, vous pourrez les retrouver sans aucun problème dans votre zone membre. Pour les autres, je vous invite soit à devenir membre, soit tout simplement à nous demander une intervention synthèse dans vos locaux ou online pour vos managers ou vos équipes, à suivre nos formations pour aller plus loin, on ou offline, à aller effectivement rejoindre nos 120 grands groupes. Et là, maintenant, je vais vous donner rendez-vous pour les masterclass qui vont suivre mon intervention avec Nocibé et Smile, avec L'Oréal et Botify, avec La Redoute et TikTok, ou avec Abtesti et Clarins. Bref, vous allez être beau puisqu'on a beaucoup d'acteurs de la cosmétique ou bien habillés avec La Redoute. Voilà, je vous souhaite un bon update futur du retail et du e-commerce. À très bientôt.